Léa et Damien ont grandi dans un quartier populaire, où chaque jour était une bataille pour survivre. Ils ont connu la pauvreté, l'incertitude et le manque de perspective. À l'école, ils ont souvent entendu des mots comme « tu ne vas nulle part » ou « tu ne mérites rien ». Mais contrairement à beaucoup de leurs camarades, ils ont décidé de ne pas se laisser abattre. Ensemble, ils ont travaillé dur, ont suivi des formations professionnelles et ont monté leur propre entreprise. Après des années de sacrifices et de travail acharné, ils parviennent à s'installer dans un quartier huppé et à envoyer Maxime dans un lycée privé prestigieux. Un matin, Léa et Damien regardent Maxime partir pour sa première journée à son nouveau lycée. Ils se tiennent sur le seuil de leur maison récemment achetée, leurs yeux remplis d'espoir et de fierté. Maxime, lui, semble indifférent, plongé dans son téléphone. Il ne voit pas la sueur et les larmes de sang qui ont permis à ses parents de réaliser leurs rêves. « Tu es prêt pour une grande journée, Maxime ?» demande Léa, avec un sourire crispé. « Ouais, maman » répond Maxime sans lever les yeux. « Je vais juste être un autre élève ici. » Léa sent un pincement au cœur. Elle réalise que Maxime ne comprend pas tout ce qu'ils ont fait pour lui. Peut-être qu'il ne le comprendra jamais. Le lycée de Maxime est un monde étrange pour lui. Là-bas, les élèves viennent de familles riches et influentes. Ils portent des vêtements de marque, conduisent des voitures dernier cri et passent leur journée à organiser des fêtes somptueuses. Maxime, malgré son intelligence, se sent décalé. Il ne partage pas les mêmes intérêts que ses camarades et se retrouve souvent seul. Ce sentiment d'exclusion commence à peser sur lui. Un soir, alors que Léa et Damien rentrent chez eux après une longue journée de travail, ils trouvent Maxime assis sur le canapé, le visage fermé. Il refuse de parler de sa journée, préférant rester silencieux, plongé dans ses pensées. Léa essaie de briser la glace. « Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui, mon chéri ?» Maxime hausse les épaules. « Ça va. » Mais Léa et Damien peuvent voir dans ses yeux qu'il ment. Ils décident de ne pas insister, espérant que les choses s'amélioreront avec le temps. Au fil des semaines, les tensions montent. Maxime commence à se lier d'amitié avec un groupe de jeunes riches et dissipés. Ses nouveaux amis lui offrent une distraction bienvenue, mais aussi une porte vers une vie qu'il ne comprend pas encore. Il l'initie aux soirées luxueuses, aux drogues légères et aux relations superficielles. Maxime est fasciné, mais aussi terrifié par cette nouvelle facette de la vie. Un soir, Léa et Damien discutent dans la cuisine, anxieux à propos de Maxime. « Il change » dit Léa, les yeux embués de larmes. « Je ne sais pas ce qui lui arrive. » Damien soupire. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour lui offrir une vie meilleure. Peut-être qu'il ne l'a pas encore compris. » Mais Léa secoue la tête. « Non, Damien. Ce n'est pas juste une question de comprendre. Il est en train de se perdre. » Léa et Damien observent Maxime de loin, essayant de comprendre ce qui a changé chez lui. Les soirées qu'il passe avec ses nouveaux amis riches sont devenues plus fréquentes, et ils notent que Maxime rentre souvent tard, les traits tirés, les yeux cernés. Un soir, alors qu'il est rentré chez lui, il a failli ne pas reconnaître son propre père. Son comportement a changé, devenant distant et irritable. Damien essaie de lui parler, mais Maxime le repousse, affirmant qu'il est fatigué et qu'il veut simplement être seul. « Papa, laisse-moi tranquille », grogne Maxime en montant précipitamment l'escalier pour rejoindre sa chambre. La porte claque derrière lui, laissant Damien interdit. Il regarde Léa, qui lui adresse un regard compatissant mais désespéré. Ils se connaissent depuis tant d'années, et pourtant, ils ne savent pas comment aborder ce problème. Le lendemain matin, Léa trouve Maxime déjà habillé et prêt à partir pour l'école. Il évite son regard, mais elle remarque qu'il a des cernes sous les yeux. Elle décide de tenter une nouvelle fois une conversation. « Et Maxime, on peut parler ?» demande-t-elle doucement, en posant une main sur son bras. Maxime se libère brusquement. « Pas maintenant, maman. J'ai cours dans 10 minutes. » Elle baisse la tête, dépitée. « On dirait que tu changes, Maxime. On dirait que tu te perds. » Maxime la fusille du regard. « Je ne me perds pas. Tout va bien. Vous vous inquiétez pour rien. » Puis il sort en trombe, laissant Léa seule dans l'entrée, les mains tremblantes. Elle se tourne vers Damien, qui vient la rejoindre.
Que devons-nous faire, Damien? Il la prend dans ses bras. On va trouver. Mais pour l'instant, il faut rester calme. Dans les jours suivants, les disputes entre Maxime et ses parents deviennent de plus en plus fréquentes. Maxime se plaint que ses parents ne comprennent pas sa vie, qu'ils ne vivent pas dans le même monde que lui. Il se sent de plus en plus éloigné d'eux, comme s'il était prisonnier d'une existence qu'il n'a pas choisie. Les soirées avec ses amis devenant de plus en plus extravagantes, Maxime est attiré par la facilité et la superficialité de leur vie. Il commence à fréquenter des clubs exclusifs et à se mêler à des groupes de jeunes riches qui lui offrent une nouvelle perspective de liberté. Un soir, après une soirée particulièrement arrosée, Maxime rentre chez lui complètement ivre. Il titube dans le salon, incapable de tenir debout. Léa et Damien, qui étaient en train de regarder un film, se précipitent vers lui. « Maxime, qu'est-ce qui t'arrive ?» demande Léa, paniquée. Maxime se contente de rire, un rire nerveux et désespéré. « Rien, maman. Juste une mauvaise soirée. » Mais Léa et Damien peuvent voir à quel point il est perturbé. Ils essaient de lui parler, de comprendre ce qui le trouble autant, mais Maxime reste muet, refusant de leur dire quoi que ce soit. Il finit par s'effondrer sur le canapé, la tête dans les mains, pleurant en silence. Ce moment est un tournant. Léa et Damien réalisent que quelque chose de grave est en train de se passer. Ils ne peuvent plus ignorer les signes. Maxime est en train de s'enfoncer, et ils ne savent pas comment l'aider. Ils décident de lui accorder une dernière chance, mais ils savent que le temps presse. Maxime continue de se noyer dans une routine destructrice. Les soirées de plus en plus frénétiques, les nuits blanches et les relations superficielles prennent de plus en plus de place dans sa vie. Ses parents, bien que préoccupés, ne parviennent pas à percer le mur de silence qu'il a dressé entre eux. Chaque tentative de conversation échoue, chaque tentative de soutien est repoussée avec agressivité. Un jour, Maxime rentre chez lui complètement ivre, les vêtements froissés, les yeux rougis par la fatigue et l'alcool. Il titube jusqu'à sa chambre sans dire un mot, laissant derrière lui une trace de verre cassé et de bouteilles vides dans le salon. Léa et Damien, qui avaient prévu une soirée calme pour discuter avec lui, sont consternés par le spectacle. « Maxime, s'il te plaît, on doit parler » murmure Léa, les larmes aux yeux. Elle pose une main sur son épaule, mais il la repousse brutalement. « Laissez-moi tranquille, vous ne comprenez rien » hurle Maxime avant de claquer la porte de sa chambre. Cette nuit-là, Maxime passe une nouvelle soirée avec ses amis, dans une villa luxueuse louée pour l'occasion. Les invités affluents, apportant avec eux des bouteilles de champagne, des joints et des pilules. Maxime se sent submergé par la cacophonie ambiante, la musique trop forte, les rires stridents, les corps qui dansent sans retenue. Il se retrouve rapidement engagé dans une conversation avec une fille qu'il a à peine rencontrée. Elle est belle, sûre d'elle, et semble vivre dans un monde où tout est permis. « Tu viens avec moi ?» lui demande-t-elle en lui tendant une poudre blanche. Maxime hésite un instant, puis accepte. Il a déjà goûté à la cocaïne auparavant, mais jamais comme ça. Cette fois, c'est différent. La sensation est intense, presque euphorisante. Il se sent immortel, invulnérable. Pour la première fois depuis longtemps, il oublie ses soucis, ses disputes avec ses parents, et même la vague de culpabilité qui l'envahit parfois. Mais au petit matin, lorsque la drogue a disparu de son système, Maxime est confronté à une réalité cruelle. Il se retrouve seul dans un lit inconnu, les yeux cernés, la gorge sèche, et une douleur lancinante dans la tête. La fille à côté de lui dort profondément, indifférente à son mal-être. Maxime se lève lentement, attristé par la vacuité de cette expérience. Il regarde autour de lui, constatant qu'il est devenu une simple ombre dans un monde où les gens se comportent comme s'ils ne savaient pas ce que c'était que de souffrir. Il quitte la villa en catimini, se sentant vide et déconnecté. Sur le chemin du retour, il réalise que cette vie qu'il mène n'est pas la sienne. Il n'est ni heureux ni libre. Il est piégé dans une spirale de dépendance et de superficialité, et il ne sait pas comment en sortir. Arrivé chez lui, il se glisse dans son lit, les yeux grands ouverts, incapable de trouver le sommeil. Le lendemain matin, Léa et Damien trouvent Maxime dans son lit, les traits tirés, les yeux rouges. Ils peuvent voir à quel point il est épuisé, mais ils ne savent pas comment aborder la situation.
Ils décident de prendre une pause, de respirer, et de réfléchir à la meilleure manière de lui parler. Ils réalisent que leur fils est en train de se perdre, et qu'ils doivent agir rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Le quotidien de Maxime devient un cycle infernal, des journées passées à lutter pour maintenir des notes suffisantes au lycée, des soirées plongées dans des excès de toutes sortes, et des nuits marquées par une insomnie tourmentée. Chaque fois qu'il essaie de se recentrer, il est aussitôt entraîné par ses amis dans une nouvelle escapade. Les fêtes, les drogues, et les relations superficielles se succèdent, créant une bulle d'illusion dans laquelle Maxime semble pouvoir oublier ses problèmes. Un soir, après une de ces soirées, Maxime rentre chez lui en titubant. Il traverse le salon d'un air absent, jetant un regard distrait aux objets familiers qui l'entourent. La télévision est allumée, diffusant un programme qu'il ne regarde même pas. Ses parents sont assis sur le canapé, visiblement inquiets, mais Maxime ne leur prête aucune attention. Il gravit les escaliers en clopinant, sa tête tambourinant douloureusement. Dans sa chambre, il s'effondre sur son lit, les yeux fixés au plafond. Il repense à la soirée, à la façon dont il s'est laissé emporter par la foule, par la musique, par les drogues. Il se souvient de la sensation fugace de liberté, mais aussi de la solitude qui l'a envahi sitôt la fête terminée. Maxime sent une boule dans sa gorge, une douleur diffuse qui ne veut pas disparaître. Le lendemain matin, il se réveille avec un mal de tête atroce et des cernes noires sous les yeux. Il sait qu'il ne pourra pas dissimuler son état aux regards acérés de ses parents. Lorsqu'il descend pour le petit déjeuner, il trouve Léa et Damien attablés, leurs visages marqués par l'inquiétude. Ils ne disent rien, mais... Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez la suite, laissez un commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci pour votre soutien. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez la suite, laissez un commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci pour votre soutien.